Bonsoir tout le monde, vous suivez Boostek Media Live. Aujourd'hui, nous recevons Patrick Attier autour du sujet le développement de la science et de la technologie en Haïti pour la création de valeur. À noter que Patrick Attier est détenteur d'un diplôme d'ingénieur en électronique de l'école supérieure en France, ainsi qu'un master en sciences de l'informatique de l'université George Washington d'ici aux États-Unis. Il est actuellement directeur de l'ESI. ESI, c'est l'école supérieure d'infotronique d'Haïti. Bonsoir, monsieur Patrick Attier. On est content de vous recevoir sur le plateau de Boostek Media Live. Comment allez-vous? Ça va, bonsoir à vous, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, quel que soit le médium utilisé. Et c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être ici. Merci de m'avoir invité. Ok, super. Et on sait qu'aujourd'hui, on est dans un contexte un peu particulier, dans la mesure où on est dans une certaine mesure à l'ère de Covid-19. Et comment est-ce que vous vivez cette période, surtout en Haïti, avec la situation un peu difficile? Écoutez, je crois que je la vis comme tout le monde. Je suis passionné des débats sur ce sujet qui ont lieu, que ce soit ici, en France, aux États-Unis. J'adore les écouter et voir quelles leçons on peut tirer, quelles leçons les pays développés tirent de cette affaire. Et on se rend compte que les leçons à tirer sont nombreuses, elles sont claires. Je crois qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le problème, c'est de les mettre en œuvre. Et qu'aujourd'hui, ce que je vois, aucun gouvernement ne sait comment mettre en œuvre les leçons à tirer, les leçons qui auront été tirées de ce virus, de ce confinement et tout ce qui vient avec. Ok, super. Aujourd'hui, on va parler de la science et de la technologie. Et notre sujet, c'est bien sûr le développement de la science et de la technologie, une nécessité pour la création de valeur en Haïti. Et puisqu'on va parler de technologie, selon vous ou selon votre compréhension, c'est quoi la technologie en réalité? Écoutez, la technologie, d'abord, je dirais, est un résultat de la science. La science vient en amont de la technologie. La technologie, c'est la capitalisation sur les résultats des connaissances produites par la science. La technologie remonte à la préhistoire, hein, ça ne date pas de l'époque de l'informatique, de l'intelligence artificielle et ce genre de choses dont on parle beaucoup aujourd'hui. Depuis le moment où l'homme a utilisé un morceau de silex pour faire du feu, il a utilisé un moyen technique pour améliorer sa condition. Donc tout ce qui permet effectivement à l'homme d'être plus productif, d'être plus efficace, d'aller plus vite, donc d'une manière générale d'améliorer la condition humaine, en fait, si et technologie. Aujourd'hui, on parle de technologie, c'est parce que dans une certaine mesure, ces outils-là sont beaucoup plus sophistiqués, mais depuis la pierre taillée jusqu'à aujourd'hui, on était déjà dans les outils technologiques. Oui, écoutez, tout le monde ne sera pas forcément d'accord. Si vous allez sur les moteurs de recherche sur Internet, vous allez trouver 1 million de définitions du mot technologie. Mais on pourra arguer que l'homme préhistorique utilisait aussi de la technologie, comme nous le font. Ce ne sont pas les mêmes, elles ont évolué, bien sûr, mais il ne nous a pas attendu pour commencer à le faire en fonction des connaissances que la science lui a produites. Super. Alors, en fait, si on voulait faire, je dirais, une différence entre la technologie et la science, on pourrait dire quoi exactement? Je vais vous donner un exemple que vous connaissez probablement. Il y a 35 ans à peu près, je vous dis ça à quelques années près, hein. Il y a 35 ans, dans un laboratoire à Palo Alto en Californie, d'une compagnie qui s'appelle Xerox, dont vous avez entendu parler, des chercheurs, donc des scientifiques, travaillaient sur une petite chose dont ils n'avaient aucune idée à quoi elle pouvait servir. Mais ils travaillaient dessus, c'était nouveau. C'était un espèce de petit objet qu'on utilisait pour déplacer un curseur, ce qu'on appelle aujourd'hui un curseur, mais pour déplacer une petite flèche sur un écran. Et cette flèche, en appuyant sur un bouton sur ce petit objet, un clic aujourd'hui, okay, cette flèche permettait d'ouvrir une fenêtre et de sélectionner des choses et de faire des choix. Et donc les chercheurs ont trouvé ça c'est la science. Un jour, Bill Gates et Steve Jobs, je ne sais pas dans quel ordre, il y a eu même des procès-légaux par rapport à ça. Bill Gates et Steve Jobs, qui se baladaient dans ce laboratoire, ont vu ces chercheurs s'amuser avec ce petit truc. Vous vous rappelez qu'à l'époque, les systèmes d'exploitation, c'était des lignes de commande. Il fallait taper des commandes sur un clavier pour maîtriser la machine. Donc c'était réservé quand même à une élite. Quand je dis élite, quelqu'un qui avait quand même appris à le faire, qui était entraîné, etc. Donc c'était assez compliqué. Steve Jobs et Bill Gates, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, oui, mais moi je peux créer un nouveau système d'exploitation à partir de ça qui est beaucoup plus facile à utiliser. Ça, c'est la technologie.
La science, c'est le chercheur qui invente quelque chose, mais qui ne se préoccupe pas de savoir à quoi ça va servir. Et la technologie, c'est celui qui voit ce quelque chose et en fait un produit et fait une entreprise avec. Super. Alors. OK. Puisqu'on est en train de parler de le développement de la science et de la technologie pour la création de valeur en Haïti, et quelque chose auquel Boostech Media croit beaucoup, si on aimerait dire en termes simples, même pour les plus profanes, et on dirait comment est-ce qu'on pourrait définir encore, qu'est-ce qu'on pourrait dire de création de valeur? C'est quoi exactement? Alors, là encore, si vous allez sur les moteurs de recherche, vous allez trouver 1 million de définitions, hein, beaucoup qui se ressemblent, parfois qui sont contradictoires entre elles. Mais je vais me baser sur l'expérience que j'ai en Haïti, des créations de start-up, lorsqu'on fait partie d'un jury dans un concours de création d'entreprises technologiques, etc., par rapport aux erreurs que les jeunes font aujourd'hui lorsqu'ils créent leur entreprise. Très souvent, on se rend compte qu'ils n'ont pas cherché si ça existait déjà. Ils sont excités par leur idée, ce qui est normal. Ils sont très excités par leur idée et ils se ruent très rapidement sur le développement d'un prototype. Donc, si la formation de ce jeune est technique, logicielle par exemple, il va créer un prototype logiciel parce que c'est ce qu'il sait faire. Je vous donne un exemple. Nous avons eu, lors de certains concours, énormément de candidats qui voulaient créer un site de financement participatif. Okay. Et quand vous leur demandez, mais qu'est-ce qui vous différencie de sites de financement participatif comme Indiegogo, KissKissBankBank et bien d'autres, ils ont du mal à répondre parce qu'ils n'ont pas analysé ces moteurs et ils ont du mal à se positionner par rapport à ces moteurs. Donc la valeur, c'est quelque chose en général qui a deux aspects. Un aspect retour sur investissement, c'est-à-dire si j'investis une gourde dans votre produit et que je récupère 2 gourdes, la valeur c'est une gourde pour moi. Il y a la valeur client aussi. Okay. Si le client a besoin de votre produit et que ce produit apporte quelque chose de plus à ce qu'il fait d'habitude, c'est de la valeur. Donc la valeur peut être en termes de retour sur investissement ou en termes de satisfaction client. Mais les deux sont liés. Si le client n'est pas satisfait, en général, il n'y a pas de retour sur investissement. Donc, mais la valeur, c'est vraiment qu'est-ce qui fait que votre produit est différent des autres. Okay. Vous pouvez faire quelque chose qui est identique à ce qui existe déjà, mais il y a une petite chose qui est différente chez vous qui vous différencie. Ou vous pouvez faire quelque chose de complètement nouveau. Okay. La valeur, c'est ça. La valeur est créée par ce genre de démarche, de se poser la question toujours, qu'est-ce qui fait que ce que je fais est différent de ce que font les autres? Et qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que ce que je veux faire est nouveau par rapport à ce que font les autres. Okay. Et ce ne sont pas des questions simples à répondre, hein, sinon tout le monde serait millionnaire. Hein. Je comprends. Est-ce que dans ce cas-là, si je comprends bien, et création de valeur, cela ne dépend pas vraiment de ce qu'on a obtenu après faire, par exemple, un investissement, mais c'est plutôt ce qu'on apporte de nouveau, ce qu'il y a de original. Oui, parce que c'est ça qui va amener le retour sur investissement. Si ce que vous faites est nouveau, et si on en a besoin, vous pouvez faire quelque chose de nouveau dont personne n'a besoin aussi. Mais si vous faites quelque chose de nouveau ou de mieux que ce qui existe déjà, vous créez automatiquement, potentiellement de la valeur. Super. Qu'est-ce que le développement de la science et de la technologie peut apporter pour le développement socio-économique d'Haïti? Ça, c'est une question qui n'est pas simple que vous posez là. Si vous êtes d'accord, je vais avec vous essayer de me projeter un petit peu sur le futur proche, pas futur dans 50 ans, futur dans quelques années, par rapport à ce qui existe déjà aujourd'hui. La première chose que je voudrais dire, c'est que nous devons essayer de faire des sauts quantitatifs et qualitatifs. Nous ne devons plus procéder de manière incrémentale, par petits bonds. Nous avons aujourd'hui la capacité de nous approprier à des coûts extrêmement faibles et avec un niveau de complexité de plus en plus faible, des technologies qui sont considérées comme des technologies de science-fiction un petit peu. Lorsque vous parlez aujourd'hui d'intelligence artificielle, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, vous parlez de réalité virtuelle, de réalité augmentée, vous parlez de machine learning, vous parlez de crypto-monnaie. Pour un étudiant qui a fait un petit peu d'informatique aujourd'hui et qui est pas trop mal préparé, s'approprier et maîtriser les librairies logicielles de ce genre de technologie qui existent aujourd'hui, acheter les matériels dont ils ont besoin pour se les approprier, ce sont des coûts divisés pratiquement par 100 aujourd'hui par rapport à il y a seulement 5 ou 6 ans. Donc aujourd'hui,
on peut, lorsque vous parlez de ces technologies, les gens vont dire oui, mais ça c'est des technologies de pays développés, en Haïti, nous ne pouvons pas arriver sous ça. Mais en réalité, c'est faux, c'est totalement faux. Ce que j'appelle un saut quantitatif et un saut qualitatif, c'est de dire, voilà, les laboratoires de recherche des pays développés, ils ont passé 30 ans pour développer ces technologies. Ce n'est pas sorti du chapeau du jour au lendemain, mais on en entend parler aujourd'hui parce que les pays développés ont travaillé dessus pendant 30 ans. Mais nous, on ne va pas attendre 30 ans pour les développer. Nous, on va se les approprier, on va essayer de les maîtriser très vite, le plus vite possible, et commencer à développer des produits par rapport à ça. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'on doit essayer raisonnablement et de manière réaliste de se projeter un petit peu vers le futur. Vous avez aujourd'hui, par exemple, vous n'êtes pas sans savoir que SpaceX est en train de déployer un réseau de satellites qui va couvrir chaque centimètre carré de la planète dans quelques années. Bien sûr. Est-ce qu'on ne devrait pas aujourd'hui, avec les difficultés d'infrastructure que nous avons, se poser la question de dire est-ce que nos leaders ne devraient pas dès aujourd'hui se positionner pour pouvoir profiter de ces réseaux ? Vous aurez n'importe où en province de l'Internet haut débit à un coût dérisoire. Et c'est une réalité, ce n'est pas un rêve. Ils ont déjà déployé plusieurs centaines de satellites et ils en déploient quasiment chaque mois. Donc, les voitures électriques, est-ce qu'on ne devrait pas aujourd'hui, vu les problèmes environnementaux que nous rencontrons, s'intéresser, je ne dis pas de faire quoi que ce soit, je dis de s'intéresser, à commencer à réfléchir, à déployer des stratégies autour des voitures électriques. Vous allez me dire, oui, mais les voitures électriques, il faut des réseaux de chargeurs. Il faut qu'on puisse s'arrêter au milieu de la rue pour pouvoir charger sa voiture. OK, définissons une stratégie pour mettre en place des réseaux de chargeurs qui fonctionnent sur panneaux solaires ou autres. Ceci est en train d'être déployé aussi par des compagnies comme Tesla. Alors, je ne veux pas que vous ayez l'air que je sois obsédé par Elon Musk, mais il faut avouer qu'il développe des technologies radicalement disruptives aujourd'hui et qui deviennent des réalités. Donc, je crois qu'on doit aujourd'hui non pas raisonner en se disant « bon, allez, on va faire un peu mieux de l'éducation, on va faire de la formation à distance ». Les discours de formation à distance d'aujourd'hui, ce sont des discours d'il y a 5 ans, qui sont déjà dépassés. On va revenir là-dessus. On va essayer de se projeter sur l'avenir. On va faire en sorte que les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'avoir un doctorat, des jeunes universitaires qui sont formés un minimum puissent faire de l'intelligence artificielle. On va faire en sorte que les jeunes puissent faire du data science. On est en train de faire, vous le savez, un bootcamp, un camp intensif en data science qui se déroule à Digicel aujourd'hui avec une organisation qui s'appelle Haiti Analytics. Et ce ne sont pas des gens qui ont des doctorats, ce sont des jeunes universitaires haïtiens et qui sont en train de s'approprier magistralement ces technologies. On a commencé à faire de la réalité virtuelle. Toutes ces technologies aujourd'hui qui coûtaient des centaines de milliers, voire des millions de dollars comme droit d'entrée, je dirais, dedans, aujourd'hui vont vous coûter quelques centaines ou quelques milliers de dollars. Donc, et si ce n'est surtout beaucoup de temps quand même pour apprendre à les maîtriser. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc pour répondre à votre question, je dirais que l'apport socio-économique aujourd'hui, lorsqu'on parle de création d'emplois, donc création d'entreprises, création de valeur, comme on a dit tout à l'heure, création de produits nouveaux, nous ne pourrons la faire qu'en maîtrisant ces technologies. Si quelqu'un a une autre solution, très sincèrement, je serais très heureux de me tromper. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez les chiffres des pays à forte croissance, ce sont des pays qui ont tous, sans exception, ou qui ont tous eu dans le passé, pour les pays les plus développés, une approche extrêmement agressive en sciences et technologies. Et aujourd'hui, malheureusement, en Haïti, notre société civile en général, et ce n'est pas seulement les gouvernants politiques, mais c'est aussi la société civile en général, je n'ai pas le sentiment qu'elle a encore pris la mesure des opportunités qu'il y a par rapport à ces technologies-là aujourd'hui. Et je crois que là, on a certainement un travail important à faire. Mais la création de richesse, la création de valeur, c'est là qu'elle se fait aujourd'hui, ce n'est pas ailleurs. Et les pays qui ne s'y mettent pas, soit reculent lorsqu'ils étaient devant, soit n'avancent pas. Et pour moi, Haïti sera dans les 10, 15, 20 prochaines années scientifique ou elle ne sera pas. C'est très simple. OK. Si je comprends bien, création de valeur, développement technologique, d'abord, il doit y avoir l'implication des autorités, la société civile, mais pour cela, est-ce qu'on ne devrait pas avoir une classe politique éclairée, une société civile éclairée également, c'est-à-dire des gens qui comprennent ces réalités-là et qui se mettent à réfléchir pour voir comment est-ce qu'ils vont, parce que développer la science, développer la technologie, cela demande du capital financier, du capital humain. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment va-t-on faire pour avoir ces capitaux-là?
Je voudrais évacuer tout de suite l'argument du capital financier, enfin, du besoin d'argent. Hein. Un article du Nouvelliste d'il y a, je ne sais plus quand, il y a un an et demi, a dit que 200 millions de dollars chaque année disparaissaient en Haïti dans le cadre d'activités de corruption. Donc quand on me dit qu'on ne peut pas investir 50 millions de dollars dans un projet technologique, je ne prends pas ça très au sérieux aujourd'hui. Je ne jette la pierre à personne, et surtout pas aux dirigeants politiques haïtiens aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, celui qui doit gouverner Haïti, je peux vous assurer que c'est un sacré casse-tête, certainement, et que n'importe qui de bien préparé ou de pas bien préparé aurait certainement énormément de difficultés à le faire. Mais je crois qu'on doit aujourd'hui se poser la question de savoir est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle élite. Je sais que le terme élite est un terme dans certains pays qui est presque un gros mot, parce que l'élite, c'est celle qui profite de ceux d'en bas pour gagner plus d'argent. Et c'est vrai dans beaucoup de contextes, mais l'élite, c'est celle qui est bien préparée, c'est celle qui est bien formée, c'est celle qui crée la richesse, qui permet à ceux du bas de la pyramide de monter. C'est l'ascenseur social, c'est le fameux ascenseur social. Et dans beaucoup de pays développés aujourd'hui, cet ascenseur social a disparu. Je dirais que c'est presque une aberration de la réussite du système capitaliste. C'est cet écart qu'il y a aujourd'hui entre les gens d'en bas, entre guillemets, hein, je ne dis pas ça de manière péjorative, et ceux d'en haut qui ont l'éducation, qui ont la formation, qui ont la capacité de créer des choses, de les faire fonctionner, etc., etc. Et je crois que l'un des éléments importants de cet ascenseur social, c'est l'éducation aujourd'hui. Et ne me croyez pas sur parole, surtout pas là-dessus, je vais vous donner des exemples. Qui a créé Google ? On va parler des plus grandes, hein, mais il y a plein d'exemples intermédiaires. Qui a créé Google ? 2 étudiants de l'université de Stanford qui étaient en train de faire leur thèse de doctorat. Larry Page, Sergey Brin. Ils ont arrêté leur thèse de doctorat en plein milieu pour aller créer Google, dont l'algorithme du moteur de recherche à la base était le sujet de leur thèse de doctorat. Qui a créé Microsoft ? Bill Gates. Il était étudiant où ? À Harvard. Il n'était pas en recherche, mais il était dans un environnement universitaire. On pourrait citer ces exemples. Qui a créé Facebook ? Mark Zuckerberg. Il était où ? Harvard. Donc là, on ne parle que des plus grands, des plus gros, des plus grands. Mais vous avez énormément d'exemples intermédiaires de création d'entreprises qui se créent. Aujourd'hui, la valeur se crée dans les pays développés, dans les universités. La valeur ne se crée plus dans la rue aujourd'hui. Ce n'est plus le marchand ou la marchande qui crée la valeur, c'est l'universitaire qui a une formation pointue et de haut niveau. Donc tant que nous n'atteignons pas ce niveau de formation, et ça c'est probablement de nos plus gros challenges, tant que nous n'atteignons pas ce niveau de formation, ça sera extrêmement difficile d'être compétitif avec des Bill Gates, des Zuckerberg qui sont à Harvard et qui créent leur entreprise. Parce que ce n'est pas seulement des capacités de formation et intellectuelle, c'est aussi des environnements propres à ce genre de choses. Vous parliez tout à l'heure des enjeux et je voudrais prendre un exemple. Vous avez aujourd'hui un leader politique européen qui a une petite caractéristique différente des autres dans son CV. Cette personne, c'est la première dame allemande, Angela Merkel. Angela Merkel, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, vraiment, je suis tombé sur le derrière quand j'ai vu ça. Angela Merkel a un doctorat en physique quantique. Aucun leader politique aujourd'hui n'a ce genre de formation. Ils ont une formation politique de haut niveau, en général. Pourquoi je le mentionne ? Parce que ça lui donne très probablement, et ce que je vous dis n'est pas démontré scientifiquement, c'est juste une interprétation, c'est une femme qui a été habituée depuis ses études à réfléchir sur des choses complexes. Donc son cerveau a fait cet exercice intellectuel. Et son cerveau est habitué à intégrer des tas de variables en même temps et d'anticiper des coups, comme un joueur d'échecs un petit peu. Ce que les hommes politiques aujourd'hui, et je ne parle pas d'Haïti, là, je parle des hommes politiques des pays développés en particulier, puisque c'est ce qu'on voit à la télé aujourd'hui toute la journée. Ils ont du mal à gérer la complexité de ce qui se passe aujourd'hui. Le coronavirus a probablement multiplié par un facteur 100 ou 1000 la complexité des problèmes à résoudre aujourd'hui. Et donc, cette préparation à la gestion de la complexité est aussi un des grands enjeux. Notre capacité à intégrer beaucoup de variables et à prendre la décision, je ne dis pas la meilleure, parce qu'on ne sait pas si elle est la meilleure, mais peut-être la moins mauvaise qu'on pourrait prendre compte tenu des enjeux. Et je prends l'exemple d'Angela Merkel, puisque quand même elle a des résultats. L'Allemagne est un des pays en Europe qui se porte le mieux, un de ceux qui a le mieux géré la crise pour parler des choses d'aujourd'hui, mais ça a toujours été un pays économiquement qui était en bonne santé, etc., etc.
Donc, il faut essayer de regarder ces choses-là et voir comment, nous, ici en Haïti, on peut s'intégrer à ça. Bien sûr, la gouvernance politique est un facteur important de développement de ces écosystèmes. On en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure. Mais voilà, donc c'est un petit peu ces points que je voulais faire et insister sur ces petites caractéristiques qui nous font, moi qui m'interpellent et qui me font réfléchir. Vous savez, H.G. Wells, il y a une citation que j'aime beaucoup. Il a dit que l'histoire de l'humanité est une course permanente entre la science et les catastrophes. Les exemples sont nombreux, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Je vous rappelle, vous suivez Boostech Media Live. Boostech Media, c'est un média en ligne qui évolue dans le domaine de la technologie, de l'entrepreneuriat et du développement personnel. Et si je comprends bien votre intervention, M. Patrick Attier, la COVID-19 nous permet de comprendre que certains pays qui pensaient qu'ils avaient une certaine autosuffisance, ils se sont trompés. Oui, ça dépend dans quel domaine. Par exemple, la France pensait être, et était certainement, et est toujours certainement un des pays qui a l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. On a quand même vu, malgré les problèmes, que les médecins ont réagi et étaient présents. Mais il y a eu énormément de déficiences. Et vous avez entendu parler probablement du signe noir, le Black Swan, qui est un événement qui a tellement peu de probabilité d'arriver qu'on ne s'en préoccupe pas dans les politiques publiques, etc. etc. Mais quand il arrive, il change tout. Il y a eu beaucoup de discussions en disant la Covid, en disant que c'est un signe noir, c'est un Black Swan. Maintenant, les experts discutent ça. Ils disent non, ce n'est pas un signe noir, c'est un rhinocéros gris. Vous allez me dire, mais qui baille ça, rhinocéros gris? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, un rhinocéros gris, vous savez, les rhinocéros, en général, ils sont gros, ils arrivent sur vous, ils sont là pour vous écraser. Ils sont soit blancs, soit noirs, en théorie. Sauf que dans la réalité, ils sont jamais tout à fait blancs ni tout à fait noirs, ils sont gris. Et le rhinocéros gris, c'est un événement qui a une très forte probabilité d'arriver, mais dont on ne se préoccupe pas. Et les rhinocéros gris se transforment en Black Swan, très souvent. Et on est en train de dire que la Covid est un rhinocéros gris, ce n'est pas un Black Swan. Parce qu'on savait que ça allait arriver tôt ou tard. Vous avez entendu certainement les interviews de Bill Gates à ce sujet, il y en a plein d'autres. Donc on savait que ça allait arriver, mais on ne s'en est vraiment pas préoccupé. En France, on s'est débarrassé des stocks de masques qu'on avait, en tout cas une grande partie, pour ne citer que quelques exemples. Donc aujourd'hui, ce virus met effectivement le doigt sur les déficiences profondes des différents systèmes, sans se préoccuper de votre couleur, de votre race, de votre niveau social, de si vous êtes riche, si vous êtes pauvre, d'un pays développé ou pas. Il met le doigt dessus. Mon inquiétude n'est pas qu'on ait compris les enjeux. Vous avez vu que, par exemple, dans les pays les plus pollués, après quelques jours d'arrêt de l'économie, le taux de dioxyde de carbone a été divisé par 2. En Chine, à Wuhan, quand Wuhan s'est arrêté de fonctionner, qui est une ville très polluée, le taux de dioxyde de carbone a été divisé par 2 en quelques jours. Donc ceux qui prônent le ralentissement de l'économie pour contribuer à résoudre les problèmes écologiques, en général, on ne les écoute pas. Avec ce virus, aujourd'hui, le virus vous dit, vous voyez, je vous ai fait arrêter de fonctionner. Regardez ce qui se passe dans le ciel. Le ciel est clair. Même à Venise, on commence à voir des poissons se promener. Alors Venise est une des eaux les plus polluées de la planète. En quelques jours, les poissons commencent à revenir à Venise. Donc, maintenant, on a compris. Est-ce qu'on va prendre les décisions qu'il faut une fois que la crise sera passée? Je ne sais pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment. On sait qu'on doit le faire, mais on ne sait pas comment faire. Et quand on ne sait pas comment faire, qu'est-ce qu'on fait en général? On recommence à faire ce qu'on faisait avant. Autre problème, si moi je le fais, disons que j'ai le courage, l'intelligence de le faire, mais que les autres pays ne le font pas, il est probable qu'à court terme, mon économie ralentisse, alors que l'économie des autres accélère. Qu'est-ce qu'on va dire? Je suis un mauvais dirigeant, parce que moi je perds des emplois, l'économie ralentit, alors que celle des autres qui recommence de plus belle à faire ce qu'ils faisaient avant. Donc vous voyez, il y a un enjeu politique aussi qui est important. Donc c'est une décision qui doit être collective, c'est-à-dire que tous les pays doivent s'entendre pour aller dans le même sens. S'ils ne le font pas, on va probablement recommencer à faire ce qu'on a fait, probablement encore plus vite et avec plus d'intensité, puisqu'il faut reconstituer ce qu'on a perdu. Donc,
Ce sont juste des inquiétudes. Je ne sais pas. L'avenir nous dira ce qui va se passer. Hein. Je suis incapable de vous dire dans la boule de cristal exactement ce qui va se passer. Mais voilà mes inquiétudes. Rapidement, on va ouvrir une parenthèse qu'on va fermer tout de suite. Vous parlez de la COVID qui mobilise pas mal de ressources aujourd'hui. On voit que les grandes entreprises mondiales, les multinationales se sont impliquées dans le souci de trouver une solution pour la résolution de la crise. Mais selon certaines personnes, il y avait eu un problème qu'on qualifie généralement de crise qui existait depuis bien avant, et cela des années avant la COVID. C'est la question de la faim à travers le monde. Et moi, je pense qu'avec les données qu'on a aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, si ceux qui ont ces données-là voulaient, ce problème-là, on pourrait quand même travailler dans le sens d'un amoindrissement de la question de la faim un peu partout à travers le monde, surtout dans les pays d'Afrique. Que pensez-vous de ce problème-là? Bon, vous savez, je ne suis pas un expert de ce problème, mais je suis un fervent croyant, si je puis dire, que la science et la technologie, comme vous l'avez dit, peuvent contribuer à résoudre ces problèmes. Mais le problème n'est pas scientifique et technologique pour moi. Le problème est un problème de leadership et de gouvernance. Je vais vous donner un exemple, là encore. Ne croyez pas Patrick Atiès, surtout sur parole. L'une des premières actions que le président du Rwanda, quand il a pris le pouvoir, Paul Kagame, a pris, vous savez ce que c'est? C'est la création d'un ministère des sciences et des technologies. Et il a fait revenir des gens de la diaspora à qui il payait le même salaire que ce qu'ils touchaient dans le job qu'ils avaient. Je peux vous dire, j'ai rencontré l'un d'eux, c'est pour ça que il y a plusieurs années, juste après le tremblement de terre. Il les a fait revenir au Rwanda pour diriger le ministère qu'il allait créer. Ce n'est pas parce qu'il voulait absolument que ce soit des gens de la diaspora, c'est parce qu'il n'avait pas trouvé les compétences à ce moment-là sur place. Donc une des premières actions qu'il a posées, c'est de créer un ministère de la science et de la technologie et en lui donnant les moyens de fonctionner. C'est de la vision, c'est du leadership. Ce n'est pas la science et les technologies le problème. Les problèmes sont identifiés, les solutions technologiques sont identifiées déjà. Le problème, c'est de les mettre en œuvre. Et je crois qu'effectivement, à ce niveau-là, le leadership et la gouvernance publique, bien sûr, mais aussi, parce qu'on a aussi un rôle à jouer en tant que société civile, d'imposer aussi d'une certaine manière ce genre de choses. Mais vous savez, le problème de la vision scientifique et technologique, c'est qu'elle n'amène pas pour l'homme politique ou la femme politique un retour sur investissement à court terme. Vous n'allez pas voter pour votre président demain parce qu'il a une vision scientifique et technologique. Vous allez voter pour lui parce qu'il va vous donner un job, parce qu'il va vous donner à manger, etc., etc. Il va vous envoyer à l'école. Un président qui vous dit aujourd'hui « j'ai une vision scientifique et technologique sur les 10 prochaines années », peut-être que vous allez voter pour lui. Quand je dis vous, ce n'est pas vous en particulier, je parle en général. Peut-être que de la personne. Les intellectuels, les gens préparés, les gens qui comprennent les enjeux vont dire « ah, finalement, quelqu'un qui est en train de projeter ce pays sur l'avenir ». Mais la plupart des gens ne vont pas être sensibles à ce discours. Donc ce que je veux dire, c'est que le retour sur investissement de ce genre de décision, il est sur 5 à 10 ans, minimum. C'est plus long qu'un mandat d'un président. Donc je crois que ça aussi, faire du lobbying pour essayer de démontrer comment est-ce qu'on peut changer ce retour sur investissement, je n'ai pas la solution miracle. Je serais incapable de vous dire comment le faire. Il y a certainement des experts plus qualifiés que moi pour discuter de ça. Mais comment est-ce qu'on peut faire de la science et de la technologie en Haïti un enjeu politique pour nos décideurs? J'en discute avec mes amis, mes collègues qui sont dans ce secteur depuis des années. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé une solution miracle. Il y a des initiatives, il y a des choses, mais voilà. Donc, c'est un débat. Donc, la situation est complexe, c'est pas aussi simple, si on comprend bien. Et parlant de Rwanda, qui a, bon, pas seulement Rwanda, pas mal de pays aujourd'hui ont un ministère qui réfléchit sur la question d'éthique. Et jusqu'à aujourd'hui, on passe de gouvernement, on passe de président, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun ministère qui réfléchit sur la question de la technologie. Certes, il y a Conatel, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui c'est plus c'est quelque chose de fondamental d'avoir aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, un ministère d'éthique en Haïti? Écoutez, c'est pas moi qui vais vous répondre non à cette question, bien évidemment. On a souvent essayé de faire du lobbying là-dessus, auprès des décideurs à différents moments
sur l'importance de ce genre de choses. Mais on n'y est pas arrivé. Peut-être parce que nous ne l'avons pas bien fait aussi. Hein, donc là encore, je ne jette pas la pierre. Mais vous savez, il y a un document extrêmement important que vous trouvez dans la plupart des pays qui ont une politique scientifique. C'est ce qu'on appelle une stratégie pour la science. Qu'est-ce que c'est une stratégie pour la science? Haïti, aujourd'hui, est le seul pays de la Caraïbe qui n'a pas de stratégie pour la science. Une stratégie pour la science, c'est une vision pays. C'est-à-dire, voilà, on identifie les problèmes majeurs qu'on va devoir résoudre dans notre pays ces 10, 15, 20 prochaines années. On en déduit les sciences et les technologies dont on a besoin pour nous aider à les résoudre. Et on met en œuvre les politiques qu'il faut pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, Haïti est le seul pays qui n'a pas une stratégie pour la science. Donc, la stratégie pour la science va vous dire, voilà, dans l'environnement, dans l'urbanisme, dans l'énergie, en déclinant ces différentes thématiques, certainement en sous-thèmes, quelles sont nos priorités, qu'est-ce qui est important pour nous et quelles sont les compétences qu'on veut créer. On dépense des millions de dollars chaque année à faire venir des experts qui ont des doctorats en Haïti pour nous produire des documents, vous le savez très bien. On ne voit pas que le développement de ce pays vraiment est drastiquement changé par rapport à ça. On pourrait dépenser cet argent localement pour former nos propres ressources. Et le retour sur investissement aujourd'hui, vous savez que le retour sur investissement sur l'éducation aujourd'hui est un des plus élevés. J'ai quelques chiffres ici sur mes petits papiers si je les retrouve, mais c'est aujourd'hui, il n'y a aucune comparaison. Le retour sur investissement, chaque personne qui fait une année d'études en plus va avoir un niveau de salaire 10% plus élevé que celui qui n'a pas fait cette année d'études. Donc chaque fois que vous rajoutez une année d'études, vous créez 10% de richesse en plus pour cette personne parce que son niveau de salaire va augmenter de 10%. Ce qui veut dire une assiette fiscale qui augmente aussi pour l'État puisque vous allez payer des impôts sur ces salaires, etc., etc. Donc le retour sur investissement, il est extrêmement important. Il y a bien évidemment des prérequis à cela, mais on en parlera tout à l'heure. Je ne veux pas trop prendre du temps sur cette question. OK. Et mesdames, messieurs, on parle de sciences et technologies, bien sûr. C'est un sujet passionnant et qui intéresse particulièrement Boostek Media. Et maintenant, Patrick, si je comprends vos interactions, il doit y avoir l'implication du secteur public, mais le secteur privé des affaires dans tout ça, quel est son rôle? Et comment est-ce que le secteur privé des affaires peut aider au développement de la science, de la technologie, ou du moins en aidant à résoudre la problématique de la recherche en Haïti? Je vais commencer peut-être par répondre en présentant en général les éléments qui sont nécessaires au développement d'un écosystème, je dirais industriel en général, économique, etc. Mais parlons de technologie là. Vous avez trois choses, et je vais prendre l'exemple d'une automobile, par exemple. Vous avez ce qu'on appelle les enablers. Je vous donne les termes en anglais parce que j'ai du mal moi-même à les traduire en français. C'est-à-dire les enablers, c'est ce qui vous met en capacité de créer quelque chose. Par exemple, une automobile, c'est un enabler. Elle vous enable. Pourquoi? Elle vous met en capacité de faire quoi? De vous déplacer du point A au point B à une vitesse raisonnable, avec le moins de fatigue possible que si vous deviez marcher ou y aller en bicyclette, etc. Ça, c'est un enabler. Vous avez ensuite, les drivers. Les drivers, c'est quoi? Et vous avez aussi les moteurs. Je vais commencer par les moteurs. Le moteur, c'est quoi? Eh bien, l'exemple de l'automobile, il est parfait. Sans le moteur, je peux avoir le plus beau châssis du monde, l'automobile ne va pas avancer. Donc, si vous n'avez pas dans votre écosystème des entreprises qui fabriquent les moteurs, les automobiles n'existeront pas. Pas forcément sur votre territoire, ça peut être ailleurs. Et puis, vous avez les drivers. Les drivers, ce sont ceux qui vont acheter vos voitures. Si vous avez les entreprises qui fabriquent des moteurs, vous avez les gens qui designent, qui conçoivent les voitures, qui intègrent tout ça, qui vous font le produit fini, qui sont prêts à vendre des voitures, mais qui n'y a personne pour les acheter, ça ne servira à rien. Donc vous avez dans votre écosystème ceux qui vont consommer vos voitures, ceux qui vont acheter vos voitures, ceux qui vont, vous avez le secteur public qui peut inciter à faire acheter des voitures. Par exemple, aujourd'hui dans les pays développés, l'industrie automobile est en lambeaux, comme vous le savez, il va y avoir très probablement des incitations à acheter des voitures, peut-être des remises sur les prix ou je ne sais quoi. Donc
vous avez les enablers, vous avez les engines, les moteurs, et vous avez les drivers. Ce sont ceux qui vont piloter le système, c'est-à-dire vous dire, OK, fais-moi confiance, si tu fabriques ce produit, moi je vais l'acheter. Et donc, tu vas créer de la valeur et faire du profit aussi, si ta voiture est bonne, sur le produit que j'ai acheté. Donc aujourd'hui, dans votre écosystème, il y a un mélange de tout ça. Donc pour revenir à votre question sur le secteur privé, il est un petit peu partout. L'enabler, prenons l'exemple d'un jeune qui fait du développement logiciel, un exemple qu'on connaît bien, qui fait du développement logiciel, par exemple. L'enabler, c'est quoi? C'est le site de e-commerce. Le site de e-commerce, il est là. Je peux l'utiliser pour acheter des choses en ligne. Okay. D'accord? Sans devoir prendre l'avion pour aller à Miami, aller dans un magasin et ramener la chose avec moi, à la main. Donc le site de e-commerce me permet de faire ça. Ça, c'est le enabler. Le driver, c'est quoi? Ce sont les outils logiciels me permettant de développer ce site de e-commerce. Les HTML, CSS, JavaScript, etc. Tous ces outils logiciels que les jeunes utilisent aujourd'hui pour développer ces produits. Le driver, c'est quoi? Si moi, en tant que client, je ne vais pas sur cette plateforme de e-commerce, ça ne sert à rien pour aller acheter des choses, parce que cette plateforme a probablement un modèle économique basé peut-être sur un pourcentage de ce qui est vendu, sur le nombre de visiteurs, ou je ne sais quoi. D'accord? Donc, aujourd'hui, le secteur privé, il est partout. Il peut être enabler, il peut être driver, il peut être engine. Il peut être enabler parce que près de 80% de l'éducation en Haïti est privée. Donc, lorsque vous allez former les gens à créer ces produits qui sont des enablers, c'est le privé. On a souvent tendance à isoler les universités privées du secteur privé, mais c'est aussi le secteur privé, hein, d'une certaine manière. Les entreprises, maintenant, au niveau engine, sont celles qui fabriquent les outils dont on a besoin pour créer les enablers. Malheureusement, en Haïti, on n'a pas encore, j'espère que ça arrivera, on n'a pas encore ce niveau de capacité de développement de produits. On est plutôt des utilisateurs des engines pour créer des enablers, mais pas des producteurs de engines. Donc là, peut-être qu'il y a un travail à faire et peut-être que du point de vue du secteur privé, on peut faire des choses intéressantes en développant des engines. L'avantage de l'engine, c'est qu'il n'est pas que local, il peut être utilisé dans le monde entier. Et puis, bien sûr, le secteur privé, là encore, il est consommateur. Donc le secteur privé, il a la capacité de consommer ces produits. Donc, dans cet écosystème, en fonction de là où vous allez appuyer, dans le enabler, dans le engine ou dans le driver, en fonction de là où votre politique va être la plus forte, en fonction des besoins, hein, chaque pays a des besoins différents, les conséquences sur la croissance, la création de valeur le développement économique et la création d'emplois vont être différentes. Dans certains cas, ça va créer moins d'emplois. Dans d'autres cas, ça va en créer plus. Plus d'emplois, mais peut-être moins de richesses, etc. Donc après, ça dépend de chaque contexte. Par exemple, je vais vous donner l'exemple de la France. La France, sa politique est basée sur l'Internet des objets et les data. L'Internet des objets, on a fait une formation il y a quelques mois de ça avec l'Organisation internationale de la francophonie et transversale, que vous connaissez. On a fait une formation sur l'Internet des objets et on a vu que les jeunes s'approprient très vite cette technologie. C'est incroyable. Ils s'approprient à une vitesse la technologie qui est... Le problème n'est pas la formation, le problème c'est de les mettre en capacité de s'approprier la technologie. Donc la politique française aujourd'hui en termes de enabler, engine et driver est basée sur l'Internet des objets. Mais qui dit Internet des objets dit data. Parce que les objets connectés génèrent des trilliards, des trillions de données. Donc, quelque part, il y a une opportunité économique à traiter ces données. Savoir quand est-ce que vous ouvrez votre frigidaire, qu'est-ce que vous prenez dans votre frigidaire, à quelle heure vous faites la cuisine chez vous, à quelle heure le four est allumé, à quelle heure il est éteint, etc. Bref, pour ne citer que quelques exemples ridicules, mais donc, data science, science des données, machine learning, ça va avec, et Internet des objets est aujourd'hui un enjeu en France qui impacte sur leur politique. Est-ce que ça devrait être la même chose en Haïti? Je ne sais pas. Je crois qu'il faut réunir des spécialistes, des experts pour, là aussi, prendre la meilleure décision possible. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un exemple. Au Kenya, par exemple, c'est différent. Ils font ce qu'on appelle de la technologie inversée. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, prendre des raccourcis. Le Kenya vous dit, voilà, nous, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le BOP, le Bottom of the Pyramid. Bottom of the Pyramid, c'est 4 millions de personnes qui touchent 2,5 $ par jour.
4,5 milliards de personnes. Presque la moitié de la population de la planète, hein, quand même, qui touche moins de 2,5 $ par jour. C'est ce qu'ils appellent le bottom of the pyramid. Donc, eux, ils vont utiliser des technologies qui ont été développées par les pays développés, qui ont mis des décennies à maturer, si je puis dire, ces technologies. Et ils vont les mettre à la disposition du bottom of the pyramid. C'est-à-dire qu'on va faire des marges très, très faibles, mais on va les faire en très, très grande quantité. Donc, voilà, c'est une approche différente de la France avec l'Internet des objets. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire ça? Là encore, quels sont les enablers, quels sont les drivers, quels sont les engines? C'est un peu, je dirais, le squelette de votre écosystème. OK. Et c'est super intéressant. Maintenant, vous parlez de l'Internet des objets, ce qui génère beaucoup de données. Et aujourd'hui, il y a le développement du big data, on parle de la technologie 5G. Et avec comment dire, la propagation du virus COVID-19 à travers le monde, et certaines personnes qui évoluent dans le secteur du numérique ont une préoccupation. Est-ce qu'après la crise, il ne va pas y avoir, je dirais, une sorte de crise liée à la technologie? Par exemple, il y a un problème qui est récurrent avec les nouvelles technologies, c'est le problème de la gestion des données personnelles. Est-ce que vous ne pensez pas, avec cette crise-là, puisqu'on a la peur, on cherche des solutions, on essaie de prendre des raccourcis, comme vous dites, de trouver des solutions rapides pour contrôler, pour éviter la propagation du virus qui est mortel, est-ce que vous ne pensez pas puisqu'on ne contrôle presque pas dans certains pays, bien sûr, et la façon dont on utilise les données personnelles de certaines personnes pour trouver des solutions, est-ce que là, il ne va pas y avoir non seulement une crise numérique liée à la technologie, mais également un problème majeur avec la gestion des données personnelles? Je vais vous donner une réponse imparfaite. Hein. La perfection n'est pas d'ici-bas. Non, mais elle le sera encore moins là. Le problème de la gestion des données, il est solutionné déjà. Je ne parle pas d'Haïti, je parle dans les pays qui ont plus de pression peut-être que nous pour aller vite dans ce domaine. L'Europe en général, les pays européens, les États-Unis et d'autres. Il y a des normes, il y a des standards qui sont parfaitement écrites. Le problème n'est pas de les réécrire, ils sont là. Et moi, vous savez, je suis plutôt chinois dans ce sens. J'aime m'approprier ce qui est déjà fait, le maîtriser, éventuellement à un moment donné l'améliorer et mettre de la valeur ajoutée dessus. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je suis plus dans cette approche-là que d'essayer de réinventer ce que des étrangers, avec des centaines de millions, voire des milliards de dollars, ont mis 30 ans à faire. Je sais que je ne vais pas arriver à le faire. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est de dire, voilà, c'est une équation qui n'est pas facile à résoudre. Trop de sécurité, ça ralentit vos entreprises. Je vais vous dire pourquoi. Pas assez de sécurité, ça ne crée pas la confiance. Donc, les marchés ne se créent pas non plus. Prenons deux extrêmes, l'Europe et la Chine. La Chine, il contrôle tout. La Chine, il y a plusieurs années de ça, je ne sais plus quand, je ne veux pas dire de bêtises, il y a plusieurs années de ça, la Chine a mis en place un programme de data science au niveau politique, hein, au niveau du Parti communiste chinois, d'utilisation, de collecte et d'utilisation de toutes les données qui étaient mises sur les réseaux sociaux par les citoyens chinois. Eh bien, écoutez, ce système a été bien plus efficace que tous les services de renseignement, humains, espions, etc., que les Chinois pouvaient mettre pour observer les gens. Ils ont des informations d'une précision extraordinaire sur les citoyens, sur la plupart des citoyens chinois, à travers les réseaux sociaux notamment. Et aujourd'hui, cette affaire de réseaux sociaux est une mine d'or pour ceux qui savent les utiliser. Il y a l'exemple d'un citoyen chinois, un professeur, un instituteur chinois qui va prendre ses vacances, qu'il n'a pas pris depuis 10 ans, qui arrive à l'aéroport et puis on lui dit « vous ne pouvez pas partir » parce que le Parti communiste chinois avait reçu un flag, un warning, qu'il avait été consulté quelque chose sur Internet qui n'était pas conforme aux visions du Parti communiste chinois. Exemple vrai, il y a plein d'exemples comme ça. Donc voilà un exemple d'utilisation autoritaire des données des gens. La conséquence de ça, c'est que les Chinois et les entreprises chinoises qui ne sont pas embarrassés d'énormément de règles sur l'utilisation des données des gens évoluent extrêmement vite. Leurs moteurs d'intelligence artificielle, leurs robots d'intelligence artificielle qui vont aller manger des données à droite à gauche, etc.,
ne sont quasiment pas limitées. L'autre extrême, c'est l'Europe. L'Europe a énormément de règles pour protéger les citoyens des pays de l'Union européenne. Énormément de règles. Si vous voulez créer une entreprise aujourd'hui en Europe qui va faire du traitement de données, c'est infiniment plus compliqué que de le faire en Chine, d'ailleurs, comme aux États-Unis. Donc, où est la frontière entre vous protéger et permettre à vos entreprises de se développer? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la Chine a un projet intelligence artificielle extrêmement important sur, je crois, 2020 ou 2030. Ils savent que la sous-traitance qui est faite chez eux va probablement progressivement disparaître. Leurs employés sont de plus en plus éduqués. Ils veulent de moins en moins travailler pour des salaires de misère dans des conditions miséreuses. Et donc, ils savent que le marché évolue. Et ce qu'ils font, ils ont un programme sur, je crois, 10 ou 15 ans, qui a commencé déjà il y a quelques années, ça ne date pas d'hier, pour remplacer tous les humains qu'il y a dans leurs usines de sous-traitance par des machines, en utilisant l'intelligence artificielle. Bien sûr, l'inconvénient de ça, c'est que ça pose un problème éthique. Ça va créer des dizaines de millions de chômeurs. Vous savez, je n'ai pas le chiffre en tête, mais la quantité de millions de Chinois qui sont employés dans ces factories made in China un peu partout. Et donc, ils ont déjà commencé à mettre en place un plan de recyclage, si je puis dire, de ces employés, pour qu'il n'y ait pas de problèmes sociaux derrière qui se posent. Mais la conséquence de ça, c'est que la Chine est en train d'évoluer beaucoup plus vite que les autres pays européens et même américains dans la maîtrise de l'intelligence artificielle, du machine learning, du data science, etc. Pourquoi? Parce qu'ils créent un marché. Les entreprises se créent parce qu'il y a un marché demandé par le Parti communiste chinois. Il y a un marché de services, il y a un marché de produits. Et ça évolue très très vite parce qu'ils n'ont pas de barrière légale, quasiment pas de barrière légale pour faire les choses. Alors qu'en Europe, il y a toutes ces barrières. Donc d'un côté, on est mieux protégé, ce qui est une bonne chose, mais d'un autre côté, l'industrie se développe moins vite. Et vous savez que demain, celui qui maîtrisera les données sera le maître du monde, très probablement. L'intelligence artificielle et la maîtrise des données, la valeur sera créée là, très probablement. Et donc, rester en arrière d'un pays comme la Chine, par exemple, est extrêmement inquiétant. Donc, comme vous venez d'affirmer quelque chose qu'il y a quelques mois, quelques années, je ne sais pas, que Poutine avait dit, celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle sera le maître du monde. Et je veux rappeler aux fans, si vous aimeriez en savoir plus sur l'intelligence artificielle, il y a des articles de Boostek Media sur l'intelligence artificielle, la technologie des 5G, le big data. Vous pouvez les lire et vous allez trouver pas mal d'informations pour essayer de comprendre et notre intervention d'aujourd'hui. Donc, et à vous entendre, on est là dans une sorte de datacratie, le pouvoir des données. Est-ce que là, on ne peut pas dire l'intelligence artificielle, le big data, la technologie 5G est un enjeu géopolitique, dans la mesure où il y a cette course-là entre l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, pour voir qui va maîtriser particulièrement la technologie 5G. Et dans ce cas-là, puisque en France, au Canada, certes, il y a des règles sur la gestion des données, surtout quand ces données-là sont liées, ce sont des données médicales, les règles sont encore beaucoup plus strictes, là on est clair. Mais dans ces pays-là où il y a dans une certaine mesure une sorte d'autoritarisme, certes, aujourd'hui, ça donne des solutions. D'ailleurs, on le voit avec la COVID-19, dans la mesure où vous allez voir la Chine, en début du fait que le virus a vraiment frappé en Chine, mais on peut se demander s'il n'y avait pas toute cette batterie de technologies qui a été déployée pour contenir le virus, qu'est-ce qui allait se passer dans la mesure où on a utilisé l'intelligence artificielle, on a utilisé le big data, on a utilisé la géolocalisation, on a utilisé également les voitures volantes pour transporter des échantillons de virus qui sont un peu mortels et même très graves. Donc, dans ce cas-là, on peut dire que l'utilisation des TIC a permis à la Chine d'éviter, je pourrais dire, le problème du virus, c'est-à-dire tout ce que le virus pourrait causer en termes de dégâts. Ça, c'est pour aujourd'hui. Ça donne des résultats. Mais à l'avenir, est-ce qu'il n'y aura pas des impacts, je dirais même néfastes, soit pour les gens ou pour le monde?
dans la mesure s'il arrive à maîtriser ces données-là sans aucun règlement, sans aucun accord international, et on l'utilise n'importe comment, je pense que ça peut avoir des problèmes pour le monde. Et qu'est-ce que vous pensez sur ce point-là? Qu'est-ce que vous appelez impact néfaste? Impact néfaste, si par exemple, il se met comme, je dirais, en superpuissance parce qu'il maîtrise les données et il pense pouvoir contrôler et diriger les pays du monde. Est-ce que là, c'est pas un problème? Donc ça, c'est un impact. Ah, mais c'est sûr. Et ils ne vont pas se priver de le faire. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec l'affaire des masques, des tests qui sont fabriqués en quantité insuffisante un peu partout, hein, ou encore jusqu'à présent. Malgré tous les grands discours, on a compris, on doit collaborer, on doit travailler ensemble pour résoudre le problème, etc. Le premier qui fabrique des tests, il les vend au plus offrant. Donc, je ne crois pas que ni la Chine, ni les États-Unis, l'Europe, je ne sais pas, je suis plutôt européen, haïtiano-européen qu'américain ou chinois, certainement. Mais je ne sais pas comment ils vont le faire. Mais même au sein de l'Europe, il y a eu une compétition acharnée entre les pays. Ils ne se faisaient aucun cadeau, hein, absolument aucun cadeau. On a eu l'histoire entre la Suède et l'Italie, par exemple. Donc, ce sont des combats acharnés. Et lorsque la vie des gens est en jeu, les décideurs politiques n'ont plus rien à faire de la collaboration et de la beauté, de travailler ensemble, etc. On collabore, on travaille ensemble quand tout va bien. Mais quand ça va mal, c'est chacun pour soi. Alors, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Est-ce que ce virus va quand même, malgré tout, à la fin du voyage, je dirais, nous faire comprendre et nous faire changer de stratégie? Je ne sais pas, mais il y en a qui vont vous dire oui avec 1000 bons arguments, il y en a qui vont vous dire non avec 1000 bons arguments aussi. Donc c'est difficile aujourd'hui de savoir vers où on va aller. Mais comme je vous disais tout à l'heure, les décideurs politiques ont une énorme pression. Soit ils font ce qui doit être fait, qui est infiniment plus compliqué que de faire ce qu'ils savent déjà faire, et ils risquent de payer un coût politique extrêmement important pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure. Soit ils recommencent à faire ce qui se fait déjà, c'est-à-dire, bon voilà, on a perdu tant de PIB au niveau économique pendant la durée de cette crise, on doit très vite, là où on a mis 20 ans pour le récupérer, là en 3 ans on va essayer de le récupérer. Je dis n'importe quoi, j'ai dit des chiffres comme ça. Mais donc, on va reprendre nos systèmes de production, vont recommencer à produire de plus belle, recommencer probablement à polluer 10 fois plus qu'avant, parce qu'ils vont travailler encore plus à plein régime qu'avant. Donc, le risque est que nous reprenions les choses business as usual, mais à la puissance 10 par rapport à ce qu'on faisait avant. L'opportunité est aussi de ne pas le faire. Je suis incapable de vous dire aujourd'hui ce qui va arriver, je ne sais pas. En tout cas, c'est un petit peu comme si la nature nous disait, vous savez, je ne suis pas croyant, hein, donc ce que je dis n'est pas du tout un discours religieux ou biblique, mais c'est un petit peu comme si la nature nous donnait une petite tape sur les fesses, en nous disant, je te donne une petite tape sur les fesses, tire les leçons parce que la prochaine tape sera beaucoup plus forte. Et c'est un petit peu ce que j'ai dans ma tête depuis que ce Covid a commencé. C'est un petit peu comme si on nous prévenait que quelque chose ne va pas. Est-ce qu'on va en tirer les leçons ou pas? Je répète, je ne sais pas. Je suis incapable de vous le dire. Ok. Donc, la technologie, le développement de la science, aujourd'hui, c'est un élément fondamental pour le développement des sociétés. D'ailleurs, si on essaie de comprendre bien, on va voir que la technologie a son rôle à jouer dans les objectifs de développement durable. Et sans les technologies aujourd'hui, on peut comprendre que les pays seront dans la difficulté d'être compétitifs, d'être performants. Mais dans tout ça, pour nous autres en Haïti, on va voir que la réalité sociale, la réalité économique des pays comme la Chine, les États-Unis, la France, notre réalité à nous est un peu différente. Mais de là, à vous écouter, on pourrait comprendre avant que la technologie, il y avait beaucoup plus un enjeu économique. Mais on voit que les enjeux sont également politiques. Maintenant, à partir de là, on a des hommes, entre parenthèses, politiques en Haïti. On a, entre parenthèses, des décideurs et des gens qui occupent l'espace public.
Et tout ça, on est encore loin du train de la technologie. Et selon vous, quels sont les obstacles? Quels sont les obstacles qui empêchent Haïti d'emboîter le pas pour le train de la technologie et de la science, bien sûr? Je crois qu'on a mentionné quelques-uns tout à l'heure de ces obstacles. Lorsque vous allez proposer à un décideur politique d'augmenter le salaire minimum, ça va lui parler beaucoup plus probablement que de lui demander de mettre en place un plan sur 10 ans pour la science et la technologie en Haïti. Parce qu'il va avoir un retour politique très rapide, principe de ça. Donc ça, c'est un des obstacles. Donc le leadership et la gouvernance, pour moi, et le courage de ce leadership est l'un des enjeux très certainement les plus importants. Il n'est pas facile, il ne sera facile pour aucun leader haïtien, qu'il soit compétent ou pas, corrompu ou pas. Ce sont des enjeux extrêmement difficiles parce que vous avez en face de vous des écosystèmes qui ont tendance à se battre contre ce genre d'évolution. Donc ce n'est pas facile. C'est d'autant plus difficile que la population que vous gouvernez, les 10 millions, 9 ou 10 millions d'Haïtiens qui sont sur le territoire d'Haïti, ne sont pas forcément, en tout cas en quantité et en qualité suffisante, informés sur ce genre d'enjeu. Donc ils ne vont pas en faire pour les décideurs politiques un enjeu politique non plus. Vous êtes des exceptions. Vous êtes le saumon qui remonte la rivière à contre-courant en Haïti. Nous le sommes tous un petit peu, vous savez. Malheureusement, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut qu'on arrive à produire un écosystème qui implique évidemment des décisions de l'État, qui implique donc évidemment un cadre réglementaire, un cadre incitatif qui peut être mis en place seulement par l'État. Il faut que les universités aussi, par rapport à cet écosystème, continuent à monter le niveau de compétences et de connaissances des étudiants, en y adjoignant aujourd'hui des choses qu'on ne fait pas forcément très bien. Lorsqu'on parle de complexité, même nous, on ne sait pas trop, même nous, les décideurs, entre guillemets, nous ne savons pas trop comment gérer ça, nous ne savons pas trop comment le faire. Mais être conscient que les étudiants aujourd'hui doivent avoir ces compétences, je dirais, soft un petit peu, en plus des compétences dures de la connaissance dans le domaine dans lequel ils étudient. Ils doivent avoir ces compétences soft qui sont savoir maîtriser la complexité, savoir communiquer, etc. Vous avez déjà entendu parler des fameux 4C, etc., etc. Pensée critique, communication, esprit créatif, etc., etc. Donc, nos systèmes de formation aussi doivent prendre en compte ce genre de choses. Donc, tous les acteurs sont extrêmement importants. Le secteur privé aujourd'hui, c'est essentiellement un secteur qui fait du commerce. La valeur ajoutée produite, elle existe, mais elle est très faible aujourd'hui. Trop faible probablement pour produire un développement économique qui soit significatif et qui fasse d'Haïti un pays qui peut, je dirais, faire la compétition à la République dominicaine ou d'autres pays. Vous savez aujourd'hui que la République dominicaine investit dans les nanotechnologies, par exemple, pendant que nous, on est encore en train de se demander si la science est importante ou pas. Les Américains sont déjà au niveau de la nanotechnologie. Ils commencent à avoir, et je reçois des infos de ça parce que j'ai contact avec eux, des informations sur la stratégie qu'ils sont en train de mettre en place pour tout ce qui est data science et intelligence artificielle. Ils ont même proposé à nos étudiants d'aller en République dominicaine pour suivre une formation intensive en intelligence artificielle. Et je peux vous dire, une bonne formation mise en place en collaboration avec des Américains. Donc c'est pour vous donner un exemple, pour vous dire que je vous parle de choses d'une petite expérience que j'ai vécue. Donc nous, on est encore en train de se demander si la science et la technologie sont importantes, pendant que les Dominicains, eux, ils ont déjà 5 ans d'avance, 10 ans d'avance sur nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des initiatives en Haïti de production de valeur. On le voit à Bange, on le voit avec les entreprises, les petites startups qui commencent à éclore ici, qui j'espère, certaines d'entre elles deviendront grandes, je le souhaite. Nous avons quelques grandes entreprises en Haïti qui aussi... Mais ça n'est pas suffisant aujourd'hui. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il est important, à mes yeux, qu'on forme une nouvelle élite. Et cette élite, c'est celle qui va produire la valeur de demain, qui va créer les entreprises de demain, donc les emplois de demain, pour que les gens du bas de la pyramide aient une chance de pouvoir monter. Si vous faites aujourd'hui, c'est des exemples qu'on a vécu aussi,
si vous faites aujourd'hui une formation, d'accord, très bien, vous choisissez un domaine qui vous intéresse, vous faites une formation. Allez, on va prendre un cas extrême. Vous dites, Abelardo, moi j'aimerais avoir un master en physique quantique. C'est super passionnant, c'est des enjeux extraordinaires. En cryptographie, en choses comme ça, aujourd'hui c'est une guerre. Le premier pays qui fabrique l'ordinateur quantique, il a un avantage sur tous les autres pays, jusqu'en termes de sécurité intérieure. Lorsque je peux décrypter tous vos mécanismes de sécurité dans votre pays instantanément, vous n'avez plus de sécurité chez vous. Je contrôle votre sécurité. Et c'est une grosse bataille entre l'Europe, la Chine et les États-Unis aujourd'hui. Bon, parenthèse. Vous voulez étudier la physique quantique aujourd'hui. C'est bien. On ne peut pas vous en blâmer. Mais vous allez travailler où en Haïti? Vous n'avez pas d'entreprise capable de vous embaucher pour mettre en œuvre ce que vous faites. Vous n'avez pas d'université capable de vous former peut-être jusqu'au niveau de recherche, doctorat dans ce domaine-là. Vous n'avez pas de prise de conscience au niveau des décideurs publics qu'il y a peut-être des enjeux aussi dans ce domaine-là. Je ne vais pas entrer dans le débat mécanique quantique ou pas en Haïti, est-ce que c'est ça? Mais c'est pour prendre un exemple, vous voyez. Donc il faut que vous ayez cet écosystème pour que le tout puisse fonctionner. Vous êtes aujourd'hui une jeune entreprise qui est hébergée à Bange. Vous avez aussi l'incubateur du gouvernement Alpha qui essaye aussi de son côté de faire des choses. Ce sont des écosystèmes naissants, mais vous l'avez vécu. C'est très difficile d'évoluer lorsque vous n'avez pas de cadre réglementaire, de cadre incitatif. Lorsque vous avez aujourd'hui, et je voudrais le dire, une communauté internationale qui n'est pas du tout sensible aux enjeux de l'enseignement supérieur. Ils sont beaucoup plus concentrés, ce qui est important aussi, hein, attention, mais ils sont beaucoup plus concentrés sur le secondaire et le primaire. Le seul pays, à ma connaissance, qui a toujours appuyé l'enseignement supérieur, c'est la France. Et je ne dis pas ça pour des raisons qu'on me prêtera subjectives. Depuis près de plus de 20 ans, la France appuie l'enseignement supérieur, avec des petits moyens, des petits budgets, mais quand même, ils sont l'un des rares pays, à quelques initiatives ponctuelles près qu'il y a eu après le tremblement de terre, etc. Mais de manière continue, très peu de pays de la communauté internationale s'intéressent à l'enseignement supérieur haïtien. Et donc aujourd'hui, c'est difficile vous savez, pour faire une omelette, il faut casser des œufs. Comme on dit souvent, pour aller au paradis, il faut mourir d'abord. Si on ne veut pas mourir, on ne va jamais aller au paradis. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des décisions à prendre, il y a des investissements à faire. J'en profite pour vous donner un petit exemple. Prenez l'exemple du MIT. Je prends un cas extrême, le MIT. Okay, vous savez que le budget du MIT est constitué, je crois, à plus de 70%. Vous savez de quoi? Ce n'est pas de la scolarité des étudiants, c'est les revenus de la recherche. 70% du budget du MIT, je sais pas, 60 ou 75, quelque chose. En tout cas, plus de 50% du budget de MIT est constitué des revenus de la recherche et pas des revenus de la scolarité des étudiants. Dieu sait si la scolarité est chère à MIT, hein, on est à des 60, 70 000, 80 000 $ l'an. Donc on pourrait se dire, mais le MIT est super riche parce que les gens payent cher. Non, c'est une petite partie, non négligeable, mais c'est une petite partie de leur budget. Donc nos modèles économiques doivent changer aussi, mais pour avoir des revenus de la recherche, vous devez monter vos compétences. Il faut pouvoir offrir des services qui ont de la valeur ajoutée, qui intéressent les gens, qui sont prêts à payer pour eux. Donc tout ça, comme on disait tout à l'heure, la valeur ajoutée aujourd'hui, ce produit sont le fruit de gens très éduqués, quel que soit le domaine. Mais aujourd'hui, sans cette éducation, c'est très difficile de produire de la recherche. C'est pour ça que c'est important pour les jeunes créateurs de start-up qui ont déjà des connaissances qui leur permettent de démarrer, de continuer à se former pour monter à un niveau de plus en plus élevé, parce que votre compétition, ce n'est pas l'autre start-up haïtienne. Votre compétition, c'est la start-up chinoise, c'est la start-up indienne. Et je ne parle même pas américaine ou européenne ou autre. C'est avec eux que vous allez être en compétition. Et dans le domaine dans lequel vous êtes, lorsqu'on parle de technologie, c'est eux qui vont rafler tous les marchés si vous ne pouvez pas démontrer que vous êtes aussi structuré, aussi compétent qu'eux. Et ce sont des compétences en général, on trouve de tout évidemment, mais ce sont des compétences en général de haut niveau. Donc je crois qu'aujourd'hui, on doit se positionner sur la valeur ajoutée. On parle beaucoup de sous-traitance. Vous avez entendu parler des BPO, les Business Process Outsourcing. Traditionnellement, en Haïti, les BPO, c'est l'industrie du textile. On a eu un peu d'électronique à une époque, avant l'embargo. Et aujourd'hui, on essaie de se positionner sur des histoires de call center et tout ça. On ne sera jamais aussi compétitif que les Dominicains, les Indiens ou les Chinois sur les call centers. On peut toujours arguer sur l'affaire de la langue.
même avec ça. Aujourd'hui, les revenus qui se créent sur les business process outsourcing, les revenus les plus élevés, c'est sur la valeur ajoutée. C'est-à-dire que je ne vais pas aujourd'hui créer des emplois. On peut le faire, ça crée des emplois à court terme, pourquoi pas, bien sûr. Mais ce n'est pas ça qui génère le plus de revenus. Ce qui génère le plus de revenus aujourd'hui, ce sont des gens qui vont, par exemple, faire de la sous-traitance en cryptographie, faire du développement logiciel pour une crypto-monnaie, faire du développement en data science, faire du business intelligence. Mais ça demande un niveau de formation plus élevé. Pas un doctorat ou un master, une formation de type bootcamp intensive à quelqu'un de préparé correctement au départ, il peut devenir compétitif là-dessus. Donc on doit se positionner, même en formation professionnelle, si je puis dire, à former une nouvelle génération de jeunes, et peut-être de moins jeunes aussi, pourquoi pas, pour pouvoir travailler dans ce genre d'industrie. Si Microsoft vient demain et vous dit, bon écoutez, je suis prêt à monter une usine chez vous, mais j'ai besoin de 3000 employés formés en business intelligence, on n'est pas capable de les donner. La République dominicaine va vous dire, donnez-moi un mois, je vous les donne. La Chine, n'en parlons pas, ils vous en donnent 200 000 en 3 jours. Donc, la compétitivité, elle est là aussi, c'est-à-dire qu'on peut attirer des entreprises, mais de plus en plus, elles ne vont pas s'intéresser à vous parce que votre main-d'œuvre est bon marché, elles vont s'intéresser à vous parce que votre main-d'œuvre est un peu moins bon marché, mais elle peut produire de la valeur ajoutée qui coûte 100 fois plus cher là-bas. En cryptographie, de la sous-traitance en cryptographie, c'est des milliers de dollars par mois, par employé, pour faire des développements pour des entreprises américaines aujourd'hui. Maintenant, on doit se former pour ça, évidemment. Ok. Vous suivez Boostech Media Live et comme je vous l'avais dit, Boostech Media, c'est ce média-là qui se donne pour objectif de vous former, de vous informer dans les domaines de la technologie, de l'entrepreneuriat et du développement personnel. Et Patrick Attier vient de dire quelque chose qui est très intéressant ici, c'est qu'aujourd'hui, il faut l'implication de tout le monde, du secteur public, du secteur privé des affaires et de l'université. Et là, je me demande, juste avant de finir, Monsieur Patrick Attier, est-ce que là, on n'est pas obligé de revoir notre système éducatif à la base, c'est-à-dire de commencer avec les petits, puisque les choses que nous parlons là, ce ne sont pas des choses que moi et vous, nous allons voir ou nous allons jouir de ces retombées-là, mais je pense qu'il faut commencer dès maintenant, dès aujourd'hui, à revoir notre système éducatif. Par exemple, je vais prendre un exemple. Généralement, lorsqu'on organise les concours à l'Université d'Haïti particulièrement, vous allez voir, la grande majorité des jeunes s'intéressent à la faculté de droit, à la faculté d'ethnologie, de les sciences humaines et sociales, où les mathématiques ne sont pas trop présentes. Et aujourd'hui, pour faire la technologie, je ne vais pas dire il faut avoir beaucoup de mathématiques, mais il faut avoir un minimum dans les mathématiques, la physique, la chimie. Donc, il faut revoir l'enseignement de cette discipline-là. Et qu'est-ce que vous pensez? Vous prêchez à un convaincu, hein, évidemment. Je crois qu'on a une des plus grandes erreurs stratégiques qu'on a faites en Haïti et que tous les acteurs ont fait, c'est de se dire, voilà, l'éducation, c'est un pipeline. Vous commencez à la maternelle, après vous avez le primaire, après vous avez le secondaire, après vous avez l'université, etc. Donc on s'est dit, comme ça va mal, on va commencer par renforcer la maternelle, le primaire, le secondaire. On ne s'occupe pas de l'université. Ça fait 30 ans qu'on fait ça. Vous serez d'accord avec moi, là encore, sans avoir à croire, M. Attier, sur parole, que les résultats ne sont pas au rendez-vous. On a dépensé beaucoup d'argent dans l'enseignement primaire et secondaire. Aujourd'hui, à date, on n'a presque rien dépensé dans le supérieur. Vous connaissez les problèmes de l'Université d'État d'Haïti, financiers. Ce n'est pas moi qui vais vous les apprendre. Même les universités privées, je veux dire, elles ne roulent pas sur l'or non plus. Hein. Donc on a commis cette. Donc je crois que l'une des premières choses à faire aujourd'hui, c'est de se dire, essayons de mettre un petit peu l'emphase sur l'université, pour que l'université puisse tirer vers le haut le reste du système. Parce que quand vous allez, même dans les écoles primaires en France, par exemple, dans les écoles secondaires, les instituteurs, ils sont formés où? À l'université. Donc si vos universités ne sont pas capables de former des gens de qualité, vous n'aurez jamais un système de qualité en bas. Donc travailler par les deux bouts du pipeline est extrêmement important en parallèle, et pas seulement par un seul bout. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'un au profit de l'autre.
Donc je crois que ça, c'est un des éléments importants. Que nous arrêtions de faire cette erreur de commencer au début en attendant qu'on arrive à la fin, parce qu'on n'arrive jamais à la fin. La deuxième chose, lorsqu'on parle de l'université, c'est qu'on doit aujourd'hui augmenter notre masse critique de chercheurs. Et je vais vous donner des chiffres qui vont vous interpeller. Il y a un rapport de l'UNESCO, ce n'est pas n'importe quel organisme, hein, le rapport de l'UNESCO pour la science, qui fait l'inventaire du nombre de chercheurs par pays. Et il vous donne le chiffre en milliers de chercheurs par million d'habitants. Vous savez que 10 pays financent 87% de la recherche dans le monde. Et je vais vous donner ces pays, si vous me permettez de lire mes petites notes, parce que je ne les ai pas tous en tête. Vous avez en gros tous les pays asiatiques qui sont dedans. Je mentionne la Corée, vous avez la Corée, vous avez Taïwan, vous avez le Japon, pas le Japon, la Chine évidemment. Et vous avez comme numéro 1 Israël. Vous savez qu'Israël est l'une des plus performantes Silicon Valley sur la planète, à part la Silicon Valley qu'on connaît aux États-Unis, à New York, etc. Mais Israël, et je vais vous donner un chiffre. Tous ces pays, ils ont une chose en commun, c'est que le nombre de chercheurs par million d'habitants est l'un des plus élevés de la planète. Israël a 8000 chercheurs par million d'habitants. 8000 chercheurs par million d'habitants. Il y a 9 millions d'habitants en Israël, donc on va dire la population est comparable à celle d'Haïti, un petit peu en termes de quantitativement parlant. Ça veut dire que sur 9 millions d'habitants, vous avez 72 000 chercheurs. Et quand je vous parle de chercheurs en Israël, ce sont des gens qui sont dans des labos parfaitement équipés, qui sont bien payés et qui font vraiment de la recherche de pointe. Prenons Haïti maintenant, et vous pourrez le vérifier avec plein de collègues qui sont dans le domaine. Ce que j'appelle chercheur, ce n'est pas quelqu'un qui a seulement écrit PhD sur sa carte de visite. C'est quelqu'un qui est dans un labo qui fait de la recherche. Ne soyons pas trop regardants. Même un labo pas trop bien équipé, même s'il fait de la recherche ou si elle fait de la recherche dans des conditions difficiles, pas aussi performantes qu'en Israël par exemple, disons que cette personne fait de la recherche, d'accord, essaie de produire quelques publications, produire de la connaissance. Nous n'en avons pas 30 en Haïti. Comparez 30 en Haïti pour 72 000 en Israël pour la même population. Alors, je ne prétends pas qu'on doit en avoir 72 000 en Haïti demain, mais même si on en avait 1000. Donc, l'une des premières choses à faire lorsque vous allez parler de développer l'université, c'est d'augmenter votre masse critique de chercheurs. Mais pour ça, il ne faut pas le faire à l'aveugle, évidemment. C'est là que la stratégie pour la science est importante. C'est de dire, voilà, on a besoin de tant de gens en énergie solaire, on a besoin de tant d'argent, alors on parle d'énergie, on a besoin de tant de gens en transport, on a besoin de tant de gens en environnement, on a besoin de tant de gens en agriculture, etc. Et ces gens, on va les former sur les technologies de pointe. Donc on va créer ces filières et on va former les gens dans ce domaine. On va les envoyer se former à l'extérieur au début parce qu'on ne les aura pas, de manière à ce qu'on puisse les ramener pour qu'ils puissent venir créer ces filières en Haïti. C'est ce qu'ont fait tous les pays qui se sont développés, je dirais, qui ont un indice de développement important aujourd'hui. Mais pour ça, il faut effectivement une stratégie pour la science, ce qui implique une vision d'État. Il faut financer tout ça. Il y a eu un projet qui avait été mis en place avec la France à un moment donné, un projet 1000 chercheurs, former 1000 chercheurs pour Haïti. Mais donc, c'est cette stratégie pour la science qui va dire, OK, on va former 1000 chercheurs, je dis 1000, ça peut être 500, ça peut être 2000, ça peut être, etc. Et on va financer ça. Mais on ne va pas seulement financer de les envoyer en France, aux États-Unis, au Canada ou je ne sais où pour faire le doctorat. On va financer leur labo quand ils reviennent. On va financer leur labo. Et on va s'assurer que pendant 2, 3, 4 ans, on a un salaire qu'on peut leur payer pour qu'ils ne repartent pas travailler dans une autre entreprise aux États-Unis, qui va les récupérer, parce que vous allez les former dans des technologies qui sont très en demande dans les pays développés, et même les autres pays. Donc ces gens-là, ils vont revenir quelques années, ils vont galérer. Nous, on a fait l'expérience. Je ne donnerai pas de détails là-dessus. Ils vont galérer, ils vont repartir. Ils vont repartir. Donc, il vous faut non seulement une vision d'État, il vous faut un budget. Je vous ai donné mon avis sur le budget tout à l'heure. Après, c'est de définir ses priorités. Il vous faut exécuter maintenant ce plan. Il faut envoyer les gens sélectionner, envoyer les gens se former. Et il vous faut maintenant, derrière, une stratégie de capitalisation de cette formation. Vous n'allez pas seulement les envoyer là-bas pendant 3-4 ans faire le doctorat, supposons qu'ils ont déjà un master. Vous n'allez pas seulement leur créer un labo, vous n'allez pas seulement les payer pendant 3-4 ans, 5 ans.
vous allez devoir capitaliser, parce que ce qu'ils vont produire maintenant doit être pour vous de la substance pour créer votre entreprise, vous les jeunes qui voulez créer vos startups, etc. Donc il faut une stratégie de valorisation, d'innovation, de création de valeur ajoutée. Vous vous rappelez l'exemple de Xerox, et Microsoft et Apple? Ouais. Eh bien, vos jeunes qui reviennent, ce sont les chercheurs qui s'amusent avec le petit machin que Bill Gates va appeler la souris plus tard. Vous voyez? Donc, il vous faut une stratégie de valorisation, il vous faut un écosystème. Et c'est là qu'il vous faut un secteur privé dynamique. Si le secteur privé ne s'intéresse pas à ce que vous faites, il dit, ah, mécanique quantique, nous, on n'est pas là-dedans, ça ne vous intéresse pas. Nous, on vend de la farine, par exemple. Je ne veux pas caricaturer. Mais donc, vous êtes dans un écosystème, mais en même temps, c'est comme l'histoire de la poule et de l'œuf. Si l'écosystème n'existe pas, ce sont ceux qui sont bien préparés qui vont le tirer vers le haut et changer le paradigme et réorienter un petit peu les opportunités vers ces choses-là. Et le système devra suivre. Donc l'État ne peut pas tout faire tout seul. Il faut aussi que, bien sûr, il a un enabler, comme on a dit tout à l'heure. Un facilitateur, il met en capacité, etc. Mais après, il faut que les autres acteurs, lorsque le enabling est fait, il faut que les autres acteurs jouent leur rôle. Super. Ouais. Vous suivez Boostech Media Live. On est avec Patrick Attier, le cofondateur de Lazy et actuellement directeur de Lazy. Et toute bonne chose a une fin. Mais juste avant de finir, Monsieur Patrick Attier, j'ai une question. Aujourd'hui, c'est peut-être la grande mode. Tout le monde en parle parce que la COVID oblige. Parce que avant l'année 2020, l'école en Haïti, c'était déjà problématique. C'était une année scolaire, une année universitaire qui a été vraiment difficile. Et avec la COVID, ça s'amplifie. Et maintenant, aujourd'hui, les gens, les dirigeants d'université, le ministre de l'Éducation nationale, parlent de l'apprentissage en ligne. Est-ce possible en Haïti au moment où nous parlons? C'est non seulement possible, mais ça se fait déjà depuis des années dans d'autres pays. Je crois que aujourd'hui, le discours, on a fait quelques expériences en ce domaine et on nous dit souvent, mais oui, mais allez-y, vous n'êtes pas en ligne, comment ça se fait, etc., etc. On a fait plusieurs expériences et on a été parmi les premiers à faire ces expériences. Et oui, c'est possible. Peut-être une conclusion très rapide que je tirais, une leçon très rapide que je tirais de ça, c'est que la technologie, les plateformes et les contenus ne sont pas la chose la plus importante. C'est le plus facile. Les contenus sont partout. Aujourd'hui, quand vous demandez à un professeur en Haïti de faire un cours de maths pour le mettre en ligne, mais moi, mes étudiants me disent, monsieur Attier, nous, on est déjà sur des cours de maths en ligne d'universités françaises, américaines ou autres. On n'a pas besoin des cours de maths de ce prof. Donc je ne veux pas minimiser, mais vous êtes en train de créer quelque chose que quelqu'un d'autre a déjà créé il y a plusieurs années, a amélioré. Un chercheur probablement extrêmement compétent d'une université européenne ou ailleurs. Donc pourquoi réinventer la roue? Donc plutôt que de créer des contenus, approprions-nous, c'est un peu la même logique que ce qu'on disait tout à l'heure, approprions-nous les contenus existants. Parce qu'on parlait de la Chine, bien sûr. On parlait de la Chine, mais même, vous avez en France, par exemple, une plateforme France Université Numérique qui a des cours et des contenus d'excellente qualité. Pourquoi? Vous savez, ce qu'on oublie, c'est que les pays développés ont dépensé des centaines de millions de dollars pour créer des contenus. Et nous, on pense qu'on va créer des contenus sur la base de la bonne volonté des gens en espérant qu'ils vont faire quelque chose d'aussi bon. Je n'y crois pas. J'aimerais me tromper sur ce coup-là, très sincèrement, là aussi, mais je n'y crois pas. Donc, approprions-nous ce qui existe et essayons de créer de la valeur ajoutée par rapport à ça. Mon expérience, c'est que ce qui intéresse les étudiants aujourd'hui, ce n'est pas qu'on crée des contenus, c'est qu'on puisse valider l'apprentissage lié à ces contenus par des diplômes locaux. Ils vous disent, voilà, nous, on va sélectionner 20 cours en ligne qui correspondent à la première année de licence informatique, par exemple. Okay, ces cours en ligne, si vous les suivez, vous venez passer les examens en présentiel, en salle de classe. On a en place un dispositif hybride qui vous permet de venir dans des labos. C'est là notre valeur ajoutée, ce n'est pas sur les contenus. Qui permet de venir dans des labos travailler lorsque vous avez des difficultés chez vous, d'énergie, d'ordinateur, d'internet, etc. Et vous passez les examens. Et ces contenus, on les valide. Ça coûtera moins cher à l'université. Ça coûtera beaucoup moins cher à l'université. Parce que le dispositif est allégé. Ça va coûter au début pour mettre en place le processus, mais ça va coûter beaucoup moins en termes de gestion après. Ça permet de garder un standard
Et ça permet aussi d'avoir des personnes qui ne sont pas forcément des personnes qui ont des doctorats ou 10 ans d'expérience dans la matière, de gérer les questions à distance des étudiants. Si vous me posez une question à distance et que je ne sais pas répondre, j'ai le temps d'aller chercher. Je peux consulter quelqu'un, je peux aller sur Internet, etc. Mais si je suis dans une salle de classe avec 50 étudiants qui me posent une question, si je ne réponds pas bien tout de suite, il n'y a pas assez de bêtises. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le dispositif à distance a énormément d'avantages. Il amène une forme de qualité tout en tolérant, je dirais, un niveau de compétence un peu plus faible du dispositif d'encadrement. Donc, je répète, la valeur ajoutée n'est pas dans les contenus, elle n'est même pas dans les plateformes. Je dirais en 5 ans, la quantité de plateformes fantastiques qui ont apparu pour stocker des contenus est fabuleuse. Les coûts sont très faibles. Nous avons créé une plateforme à un moment donné. J'avoue qu'aujourd'hui, notre plateforme est dépassée par des gens qui ont des équipes de développeurs, de codeurs 24 heures sur 24 qui travaillent sur ça. C'est dur de faire la compétition avec ça. Donc, je crois qu'on doit se concentrer beaucoup plus sur soit on crée des contenus où il y a vraiment une valeur ajoutée, on revient sur cette affaire de valeur ajoutée, c'est-à-dire que si je crée un cours de maths demain, il faut que mon cours de maths soit différent des autres, ou enseigner peut-être de manière originale, ou je ne sais pas, mais il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Mais ça prend énormément de temps. Du contenu en ligne, c'est pas j'ai mon document PowerPoint ou Word et puis je le jette sur une plateforme en ligne, c'est pas ça. Une plateforme de formation à distance. Il y a un aspect pédagogique, il y a un aspect création de visuels, il y a un aspect graphique, il y a des tas de choses si vous voulez le faire. Ça coûte du temps et de l'argent. Et donc, il ne faut pas qu'on se trompe de cible. C'est-à-dire que les discussions qu'on a sur les contenus, la mise en ligne de contenus et les plateformes, pour moi, c'est une discussion d'il y a 5 ans. Aujourd'hui, elle n'a plus vraiment de valeur. La valeur, c'est quel dispositif on met en place pour que non seulement les jeunes qui ont accès, qui sont supposés avoir accès à ces contenus, y aient réellement accès. Moi, j'ai énormément d'étudiants qui viennent me voir, qui me disent « Monsieur Attier, mais on peut avoir 2-3 jours sans courant électrique en ce moment. Quel dispositif vous allez mettre en place, même si vous avez la meilleure plateforme en ligne avec les meilleurs contenus de la planète, et que chez eux, ils n'ont pas de courant pour y accéder. Ça va pour une conférence qui va durer 1 heure de temps, 2 heures de temps, une demi-journée. Ça va pour une formation qui va durer 2-3 jours, 1 semaine. Mais pour un programme complet sur un semestre, sur une année, sur 3 ans, il faut que vous ayez une continuité dans cette accessibilité. Mais je ne vais pas m'étaler sur les infrastructures, beaucoup en ont suffisamment parlé, mais l'aspect énergétique aujourd'hui en Haïti, à cette date-là, aujourd'hui, ça aura peut-être changé dans 6 mois, dans 1 an, est un des plus gros problèmes à la massification de l'accès à distance. Si vous avez 100 étudiants et qu'il y en a 80 qui ont l'accès, mais que vous en avez 20 qui n'y ont pas accès, les 20 ont payé leur scolarité. Pourquoi vous allez les laisser de côté en disant « tant pis pour toi, tu n'as pas accès, toi, débrouille-toi ». C'est dur de dire ça, c'est pas facile de dire ça. Donc, il faut vraiment qu'on puisse mettre en place des dispositifs. Est-ce qu'on peut court-circuiter les infrastructures énergétiques? C'est probablement une des choses les plus dures à court-circuiter, l'énergie. On peut mitiger le problème d'Internet, on peut mettre des stratégies pour qu'ils aient une tablette ou un ordinateur, mais l'énergie, si vous ne l'avez pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça, c'est des stratégies d'État, ce sont des visions d'État, des volontés d'État. Donc je crois qu'aujourd'hui, la formation à distance, oui, mais pendant que vous et moi, on se parle, ça fait des années que nos étudiants sont dessus. La première fois que j'ai commencé à discuter avec d'autres acteurs de terrain de formation à distance, je m'en rappellerai toujours, j'ai 3 étudiants qui sont venus dans mon bureau et je lui ai dit « Ah ben vous savez, on a justement un projet, on va mettre en place une histoire de formation à distance, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et c'est eux qui m'ont donné les liens vers des sites que je ne connaissais pas, sur lesquels ils étaient déjà depuis 1 an, 2 ans. Ça remonte à quelques années, ce que je vous dis. Donc, on a souvent tendance à sous-estimer le fait que les jeunes sont beaucoup plus avancés qu'on pense, malgré la situation chaotique, malgré les problèmes. Ils se renseignent, ils ont quand même, malement, mais ils ont accès à Internet. Et quand ils ont besoin d'une chose, ils trouvent tout de suite où aller. Là où nous, peut-être, on a besoin de 10 réunions avant de savoir ce qu'on doit faire. Donc, je crois qu'on doit accélérer notre cadence aujourd'hui, parce que les jeunes sont prêts, hein, c'est nous qui les retardons. Je crois qu'aujourd'hui, un des plus gros, on parlait de gouvernance tout à l'heure, notre capacité à prendre des décisions vite, ça c'est une caractéristique qui permet à être un pays d'être compétitif, d'être agile dans sa prise de décision. Nous n'avons pas ça aujourd'hui.
prise de décision aujourd'hui en Haïti est incroyablement lente, presque infinie, je dirais, en tout cas dans ces secteurs-là. Et même s'il y a eu des évolutions, il ne faut pas nier les évolutions qu'il y a eu, le secteur des télécoms s'est énormément développé, mais il y a beaucoup d'argent derrière aussi. Donc ce sont des revenus immédiats, rapides. Mais je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on doit prendre en compte ces paramètres si on veut pouvoir peut-être avoir une chance un jour de réexister, je dirais, sur la carte du savoir mondial. Super. Et on dit merci à Patrick Attier pour votre intervention. Ça a été super intéressant. Vous venez de suivre Boostech Media Live. Nous avions avec nous Patrick Attier qui intervenait autour du sujet le développement de la science et de la technologie en Haïti pour la création de valeur. Et merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que Patrick Attier est directeur de l'ESI. ESI, c'est l'École supérieure d'infotronique en Haïti. C'est une école qui donne des formations en sciences informatiques et en gestion des entreprises. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Ciao. Le rendez-vous est cassé pour une prochaine séance de Boostech Media Live. À la prochaine.